Orgueil et préjugés. Partie 5. Chapitre 29. Monsieur Collins exultait. « J'avoue, dit-il, que je m'attendais un peu à ce que sa grâce nous demandât d'aller dimanche prendre le thé et passer la soirée avec elle. J'en étais presque sûr, tant je connais sa grande amabilité. Mais qui aurait pu imaginer que nous recevrions une invitation à dîner, une invitation pour tous les 5, sitôt après votre arrivée ? » « C'est une chose qui me surprend moins, » répliqua Sir William, ma situation m'ayant permis de me familiariser avec les usages de la haute société. À la cour, les exemples d'une telle courtoisie ne sont pas rares. On ne parla guère d'autre chose ce jour-là et pendant la matinée qui suivit. Monsieur Collins s'appliqua à préparer ses hôtes aux grandeurs qui les attendaient afin qu'ils ne fussent pas trop éblouis par la vue des salons, le nombre des domestiques et la magnificence du dîner. Quand les dames montèrent pour s'apprêter, il dit à Élisabeth : « Ne vous faites pas de soucis, ma chère cousine, au sujet de votre toilette. Lady Catherine ne réclame nullement de vous l'élégance qui sied à son rang et à celui de sa fille. Je vous conseille simplement de mettre ce que vous avez de mieux. Faire plus serait inutile. Ce n'est pas votre simplicité qui donnera de vous une moins bonne opinion à Lady Catherine. Elle aime que les différences sociales soient respectées. » Pendant qu'on s'habillait, il vint plusieurs fois aux portes des différentes chambres pour recommander de faire diligence, car Lady Catherine n'aimait pas qu'on retardât l'heure de son dîner. Tous ces détails sur Lady Catherine et ses habitudes finissaient par effrayer Maria, et Sir William n'avait pas ressenti plus d'émotion lorsqu'il avait été présenté à la cour que sa fille n'en éprouvait à l'idée de passer le seuil du château de Rosings. Comme le temps était doux, la traversée du parc fut une agréable promenade. Chaque parc a sa beauté propre. Ce qu'Élisabeth vit de celui de Rosings l'enchanta, bien qu'elle ne pût manifester un enthousiasme égal à celui qu'attendait M. Collins, et qu'elle accueillit avec une légère indifférence les renseignements qu'il lui donnait sur le nombre des fenêtres du château et la somme que Sir Lewis de Bourgh avait dépensée jadis pour les faire vitrer. La timidité de Maria augmentait à chaque marche du perron, et Sir William lui-même paraissait un peu troublé. Après avoir passé le grand hall d'entrée, dont Mr. Collins en termes lyriques fit remarquer les belles proportions et la décoration élégante, ils traversèrent une antichambre, et le domestique les introduisit dans la pièce où se trouvait Lady Catherine en compagnie de sa fille et de Mrs. Jenkinson. Avec une grande condescendance, sa grâce se leva pour les accueillir, et comme Mrs. Collins avait signifié à son mari qu'elle se chargeait des présentations, tout se passa le mieux du monde. Malgré son passage à la cour, Sir William était tellement impressionné par la splendeur qui l'entourait qu'il eut juste assez de présence d'esprit pour faire un profond salut et s'asseoir sans mot dire. Sa fille, à moitié morte de peur, s'assit sur le bord d'une chaise, ne sachant de quel côté partager ses regards. Élisabeth, au contraire, avait tout son sang-froid et put examiner avec calme les 3 personnes qu'elle avait devant elle. Lady Catherine était grande, et ses traits fortement accentués avaient dû être beaux. Son expression n'avait rien d'aimable, pas plus que sa manière d'accueillir ses visiteurs n'était de nature à leur faire oublier l'infériorité de leur rang. Elle ne gardait pas un silence hautain, mais elle disait tout d'une voix impérieuse qui marquait bien le sentiment qu'elle avait de son importance. Élisabeth se rappela ce que lui avait dit Wickham, et, de ce moment, fut persuadée que Lady Catherine répondait exactement au portrait qu'il lui en avait fait. Miss de Bourgh n'offrait aucune ressemblance avec sa mère, et Élisabeth fut presque aussi étonnée que Maria de sa petite taille et de sa maigreur. Elle parlait peu, si ce n'est à voix basse, en s'adressant à Mrs. Jenkinson. Celle-ci, personne d'apparence insignifiante, était uniquement occupée à écouter Miss de Bourgh et à lui rendre de menus services. Au bout de quelques minutes, Lady Catherine invita ses visiteurs à se rendre tous à la fenêtre pour admirer la vue. M. Collins s'empressa de leur détailler les beautés du paysage, tandis que Lady Catherine les informait avec bienveillance que c'était beaucoup plus joli en été.
Le repas fut magnifique. On y vit tous les domestiques, toutes les pièces d'argenterie que Mr. Collins avait annoncées. Comme il l'avait également prédit, sur le désir exprimé par Lady Catherine, il prit place en face d'elle, marquant par l'expression de son visage qu'en ce monde, aucun honneur plus grand ne pouvait lui échoir. Il découpait, mangeait et faisait des compliments avec la même allégresse joyeuse. Chaque nouveau plat était d'abord célébré par lui, puis par Sir William qui, maintenant remis de sa première émotion, faisait écho à tout ce que disait son gendre. À la grande surprise d'Élisabeth, une admiration aussi excessive paraissait enchanter Lady Catherine, qui souriait gracieusement. La conversation n'était pas très animée. Élisabeth aurait parlé volontiers si elle en avait eu l'occasion, mais elle était placée entre Charlotte et Miss de Bourgh. La première était absorbée par l'attention qu'elle prêtait à Lady Catherine, et la seconde n'ouvrait pas la bouche. Mrs. Jenkinson ne parlait que pour remarquer que Miss de Bourgh ne mangeait pas, et pour exprimer la crainte qu'elle ne fût indisposée. Maria n'aurait jamais osé dire un mot, et les deux messieurs ne faisaient que manger et s'extasier. De retour au salon, les dames n'eurent qu'à écouter Lady Catherine qui parla sans interruption jusqu'au moment où le café fut servi, donnant son avis sur toute chose d'un ton qui montrait qu'elle ignorait la contradiction. Elle interrogea familièrement Charlotte sur son intérieur et lui donna 1000 conseils pour la conduite de son ménage et de sa basse-cour. Élisabeth vit qu'aucun sujet n'était au-dessus de cette grande dame, pourvu qu'elle y trouvât une occasion de diriger et de régenter ses semblables. Entre-temps, elle posa toutes sortes de questions aux deux jeunes filles, et plus particulièrement à Élisabeth, sur le compte de laquelle elle se trouvait moins renseignée, et qui, observa-t-elle à Mrs. Collins, paraissait une petite jeune fille gentille et bien élevée. Elle lui demanda combien de sœurs elle avait, si aucune n'était sur le point de se marier, si elles étaient jolies, où elles avaient été élevées, quel genre d'équipage avait son père et quel était le nom de jeune fille de sa mère. Élisabeth trouvait toutes ces questions assez indiscrètes, mais y répondit avec beaucoup de calme. Enfin, Lady Catherine observa. « Le domaine de votre père doit revenir à Mr. Collins, n'est-ce pas ? J'en suis heureuse pour vous, dit-elle en se tournant vers Charlotte. Autrement, je n'approuve pas une disposition qui dépossède les femmes héritières en ligne directe. On n'a rien fait de pareil dans la famille de Bourgh. Jouez-vous du piano et chantez-vous, Miss Bennet ? Un peu. Alors, un jour ou l'autre, nous serons heureuses de vous entendre. Notre piano est excellent, probablement supérieur à... Enfin, vous l'essayerez. Vos sœurs sont-elles aussi musiciennes ? L'une d'elles, oui, madame. Pourquoi pas toutes ? Vous auriez dû prendre toutes des leçons. Les demoiselles Webb sont toutes musiciennes et leur père n'a pas la situation du vôtre. Faites-vous du dessin ? Pas du tout. Quoi ? Aucune d'entre vous ? Aucune. Comme c'est étrange. Sans doute l'occasion vous aura manqué. Votre mère aurait dû vous mener à Londres chaque printemps pour vous faire prendre des leçons. Je crois que ma mère l'eût fait volontiers, mais mon père à Londres en horreur. Avez-vous encore votre institutrice ? Nous n'en avons jamais eu. Bonté du ciel ! 5 filles élevées à la maison sans institutrice. Je n'ai jamais entendu chose pareille. Quel esclavage pour votre mère ! Élisabeth ne put s'empêcher de sourire et affirma qu'il n'en avait rien été. Alors, qui vous faisait travailler ? Qui vous surveillait ? Sans institutrice ? Vous deviez être bien négligée. Mon Dieu, madame, toutes celles d'entre nous qui avaient le désir de s'instruire en ont eu les moyens. On nous encourageait beaucoup à lire, et nous avons eu tous les maîtres nécessaires. Assurément, celles qui le préféraient étaient libres de ne rien faire. Bien entendu, et c'est ce que la présence d'une institutrice aurait empêché. Si j'avais connu votre mère, j'aurais vivement insisté pour qu'elle en prît une. On ne saurait croire le nombre de familles auxquelles j'en ai procuré. Je suis toujours heureuse, quand je le puis, de placer une jeune personne dans de bonnes conditions. Grâce à moi, 4 nièces de Mrs. Jenkinson ont été pourvues de situations fort agréables. Vous ai-je dit, Mistress Collins, que Lady Metcalfe est venue me voir hier pour me remercier ? Il paraît que Miss Pape est une véritable perle. Parmi vos jeunes sœurs, y en a-t-il qui sortent déjà, Miss Bennet ? Oui, madame, toutes.
Toutes? Quoi? Alors toutes les 5 à la fois? Et vous n'êtes que la seconde, et les plus jeunes sortent avant que les aînés soient mariés? Quel âge ont-elles donc? La dernière n'a pas encore 16 ans. C'est peut-être un peu tôt pour aller dans le monde, mais, madame, ne serait-il pas un peu dur pour des jeunes filles d'être privées de leur part légitime de plaisir parce que les aînés n'ont pas l'occasion ou le désir de se marier de bonne heure? En vérité, dit lady Catherine, vous donnez votre avis avec bien de l'assurance pour une si jeune personne. Quel âge avez-vous donc? Votre grâce doit comprendre, répliqua Élisabeth en souriant, qu'avec 3 jeunes sœurs qui vont dans le monde, je ne me soucie plus d'avouer mon âge. Cette réponse parut interloquer lady Catherine. Élisabeth était sans doute la première créature assez téméraire pour s'amuser de sa majestueuse impertinence. « Vous ne devez pas avoir plus de 20 ans. Vous n'avez donc aucune raison de cacher votre âge. »« Je n'ai pas encore 21 ans. » Quand les messieurs revinrent et qu'on eut pris le thé, les tables de jeu furent apportées. Lady Catherine, Sir William, Mr. et Mrs. Collins s'installèrent pour une partie de quadrille. Miss de Bourgh préférait le casino. Les 2 jeunes filles et Mrs. Jenkinson eurent donc l'honneur de jouer avec elles une partie remarquablement ennuyeuse. On n'ouvrait la bouche, à leur table, que pour parler du jeu, sauf lorsque Mrs. Jenkinson exprimait la crainte que Miss de Bourgh eût trop chaud, trop froid, ou qu'elle fût mal éclairée. L'autre table était beaucoup plus animée. C'était lady Catherine qui parlait surtout pour noter les fautes de ses partenaires ou raconter des souvenirs personnels. Mr. Collins approuvait tout ce que disait sa grâce, la remerciant chaque fois qu'il gagnait une fiche et s'excusant lorsqu'il avait l'impression d'en gagner trop. Sir William parlait peu, il tâchait de meubler sa mémoire d'anecdotes et de noms aristocratiques. Lorsque lady Catherine et sa fille en eurent assez du jeu, on laissa les cartes et la voiture fut proposée à Mrs. Collins, qui l'accepta avec gratitude. La société se réunit alors autour du feu pour écouter lady Catherine décider quel temps il ferait le lendemain, puis, la voiture étant annoncée, Mr. Collins réitéra ses remerciements, Sir William multiplia les saluts, et l'on se sépara. À peine la voiture s'était-elle ébranlée qu'Élisabeth fut invitée par son cousin à dire son opinion sur ce qu'elle avait vu à Rosings. Par égard pour Charlotte, elle s'appliqua à la donner aussi élogieuse que possible, mais ses louanges, malgré la peine qu'elle prenait pour les formuler, ne pouvaient satisfaire Mr. Collins, qui ne tarda pas à se charger lui-même du panégyrique de sa grâce. Chapitre 30. Sir William ne demeura qu'une semaine à Hunsford, mais ce fut assez pour le convaincre que sa fille était très confortablement installée et qu'elle avait un mari et une voisine comme on en rencontre peu souvent. Tant que dura le séjour de Sir William, Mr. Collins consacra toutes ses matinées à le promener en cabriolet pour lui montrer les environs. Après son départ, chacun retourna à ses occupations habituelles, et Élisabeth fut heureuse de constater que ce changement ne leur imposait pas davantage la compagnie de son cousin. Il employait la plus grande partie de ses journées à lire, à écrire ou à regarder par la fenêtre de son bureau qui donnait sur la route. La pièce où se réunissaient les dames était située à l'arrière de la maison. Élisabeth s'était souvent demandé pourquoi Charlotte ne préférait pas se tenir dans la salle à manger, pièce plus grande et plus agréable, mais elle devina bientôt la raison de cet arrangement. Mr. Collins aurait certainement passé moins de temps dans son bureau si l'appartement de sa femme avait présenté les mêmes agréments que le sien. Du salon, on n'apercevait pas la route. C'est donc par Mr. Collins que ces dames apprenaient combien de voitures étaient passées et surtout s'il avait aperçu Miss de Bourgh dans son phaéton, chose dont il ne manquait jamais de venir les avertir, bien que cela arrivât presque journellement. Miss de Bourgh s'arrêtait assez souvent devant le presbytère et causait quelques minutes avec Charlotte, mais d'ordinaire sans descendre de voiture. De temps en temps, lady Catherine elle-même venait honorer le presbytère de sa visite. Alors son regard observateur ne laissait rien échapper de ce qui se passait autour d'elle. Elle s'intéressait aux occupations de chacun, examinait le travail des jeunes filles, leur conseillait de s'y prendre d'une façon différente, critiquait l'arrangement du mobilier,
relevait les négligences de la domestique et ne semblait accepter la collation qui lui était offerte que pour pouvoir déclarer à Mrs. Collins que sa table était trop abondamment servie pour le nombre de ses convives. Élisabeth s'aperçut vite que, sans faire partie de la justice de paix du comté, cette grande dame jouait le rôle d'un véritable magistrat dans la paroisse, dont les moindres incidents lui étaient rapportés par Mr. Collins. Chaque fois que des villageois se montraient querelleurs, mécontents ou disposés à se plaindre de leur pauvreté, vite elle accourait dans le pays, réglait les différends, faisait taire les plaintes, et ses admonestations avaient bientôt rétabli l'harmonie, le contentement et la prospérité. Le plaisir de dîner à Rosings se renouvelait environ 2 fois par semaine. À part l'absence de Sir William et le fait qu'on n'installait plus qu'une table de jeu, ces réceptions ressemblaient assez exactement à la première. Les autres invitations étaient rares, la société du voisinage, en général, menant un train qui n'était pas à la portée des Collins. Élisabeth ne le regrettait pas, et, somme toute, ses journées coulaient agréablement. Elle avait, avec Charlotte, de bonnes heures de causerie et, la température étant très belle pour la saison, elle prenait grand plaisir à se promener. Son but favori était un petit bois qui longeait un des côtés du parc, et elle s'y rendait souvent, pendant que ses cousins allaient faire visite à Rosings. Elle y avait découvert un délicieux sentier ombragé que personne ne paraissait rechercher, et où elle se sentait à l'abri des curiosités indiscrètes de Lady Catherine. Ainsi s'écoula paisiblement la première quinzaine de son séjour à Hunsford. Pâques approchait, et la semaine sainte devait ajouter un appoint important à la société de Rosings. Peu après son arrivée, Élisabeth avait entendu dire que Mr. Darcy était attendu dans quelques semaines, et, bien que peu de personnes dans ses relations lui fussent moins sympathiques, elle pensait néanmoins que sa présence donnerait un peu d'intérêt aux réceptions de Rosings. Sans doute aussi aurait-elle l'amusement de constater l'inanité des espérances de Miss Bingley en observant la conduite de Mr. Darcy à l'égard de sa cousine, à qui Lady Catherine le destinait certainement. Elle avait annoncé son arrivée avec une grande satisfaction, parlait de lui en termes de la plus haute estime, et avait paru presque désappointée de découvrir que son neveu n'était pas un inconnu pour Miss Lucas et pour Élisabeth. Son arrivée fut tout de suite connue au presbytère, car Mr. Collins passa toute la matinée à se promener en vue de l'entrée du château afin d'en être le premier témoin. Après avoir fait un profond salut du côté de la voiture qui franchissait la grille, il se précipita chez lui avec la grande nouvelle. Le lendemain matin, il se hâta d'aller à Rosings, offrir ses hommages et trouva 2 neveux de Lady Catherine pour les recevoir, car Darcy avait amené avec lui le colonel Fitzwilliam, son cousin, fils cadet de Lord, et la surprise fut grande au presbytère quand on vit revenir Mr. Collins en compagnie des 2 jeunes gens. Du bureau de son mari, Charlotte les vit traverser la route et courut annoncer aux jeunes filles l'honneur qui leur était fait. « Élisa, c'est à vous que nous devons cet excès de courtoisie. Si j'avais été seule, jamais Mr. Darcy n'aurait été aussi pressé de venir me présenter ses hommages. » Élisabeth avait à peine eu le temps de protester lorsque la sonnette de la porte d'entrée retentit et, un instant après, ces messieurs faisaient leur entrée dans le salon. Le colonel Fitzwilliam, qui paraissait une trentaine d'années, n'était pas un bel homme, mais il avait une grande distinction dans l'extérieur et dans les manières. Mr. Darcy était tel qu'on l'avait vu en Hertfordshire. Il présenta ses compliments à Mrs. Collins avec sa réserve habituelle et, quels que fussent ses sentiments à l'égard de son amie, s'inclina devant elle d'un air parfaitement impassible. Élisabeth, sans mot dire, répondit par une révérence. Le colonel Fitzwilliam avait engagé la conversation avec toute la facilité et l'aisance d'un homme du monde, mais son cousin, après une brève remarque adressée à Mrs. Collins sur l'agrément de sa maison, resta quelque temps sans parler. À la fin, il sortit de son mutisme et s'enquit auprès d'Élisabeth de la santé des siens. Elle répondit que tous allaient bien, puis, après une courte pause, ajouta « Ma sœur aînée vient de passer 3 mois à Londres. Vous ne l'avez pas rencontrée ?» Elle était parfaitement sûre du contraire, mais voulait voir s'il laisserait deviner qu'il était au courant de ce qui s'était passé entre les Bingley et Jane. Elle crut surprendre un peu d'embarras dans la manière dont il répondit qu'il n'avait pas eu le plaisir de rencontrer Miss Bennet.
Le sujet fut abandonné aussitôt et, au bout de quelques instants, les deux jeunes gens prirent congé. Chapitre 31. Les habitants du presbytère goûtèrent beaucoup les manières du colonel Fitzwilliam, et les dames, en particulier, eurent l'impression que sa présence ajouterait beaucoup à l'intérêt des réceptions de Lady Catherine. Plusieurs jours s'écoulèrent cependant sans amener de nouvelles invitations. La présence des visiteurs au château rendait les Collins moins nécessaires, et ce fut seulement le jour de Pâques, à la sortie de l'office, qu'ils furent priés d'aller passer la soirée à Rosings. De toute la semaine précédente, ils avaient très peu vu Lady Catherine et sa fille. Le colonel Fitzwilliam était entré plusieurs fois au presbytère, mais on n'avait aperçu Mr. Darcy qu'à l'église. L'invitation fut acceptée comme de juste, et, à une heure convenable, les Collins et leur hôte se joignaient à la société réunie dans le salon de Lady Catherine. Sa grâce les accueillit aimablement, mais il était visible que leur compagnie comptait beaucoup moins pour elle qu'en temps ordinaire. Ses neveux absorbaient la plus grande part de son attention, et c'est aux deux jeunes gens, à Darcy surtout, qu'elle s'adressait de préférence. Le colonel Fitzwilliam marqua beaucoup de satisfaction en voyant arriver les Collins. Tout, à Rosings, lui semblait une heureuse diversion, et la jolie amie de Mrs. Collins lui avait beaucoup plu. Il s'assit auprès d'elle et se mit à l'entretenir si agréablement du Kent et du Hertfordshire, du plaisir de voyager et de celui de rester chez soi, de musique et de lecture, qu'Élisabeth fut divertie comme jamais encore elle ne l'avait été dans ce salon. Ils causaient avec un tel entrain qu'ils attirèrent l'attention de Lady Catherine. Les yeux de Mr. Darcy se tournèrent aussi de leur côté avec une expression de curiosité. Quant à sa grâce, elle manifesta bientôt le même sentiment en interpellant son neveu. « Hé, Fitzwilliam, de quoi parlez-vous ? Que racontez-vous donc à Miss Bennet ?»« Nous parlions musique, madame, » dit-il enfin, ne pouvant plus se dispenser de répondre. « Musique ? Alors, parlez plus haut, ce sujet m'intéresse. Je crois vraiment qu'il y a peu de personnes en Angleterre qui aiment la musique autant que moi, ou l'apprécient avec plus de goût naturel. J'aurais eu sans doute beaucoup de talent si je l'avais apprise. Anne aussi aurait joué délicieusement si sa santé lui avait permis d'étudier le piano. Et Georgiana fait-elle beaucoup de progrès ? » Mr. Darcy répondit avec un fraternel éloge du talent de sa sœur. « Ce que vous m'apprenez là me fait grand plaisir. Mais dites-lui bien qu'il lui faut travailler sérieusement si elle veut arriver à quelque chose. Je vous assure, madame, qu'elle n'a pas besoin de ce conseil, car elle étudie avec beaucoup d'ardeur. » « Tant mieux, elle ne peut en faire trop, et je le lui redirai moi-même quand je lui écrirai. C'est un conseil que je donne toujours aux jeunes filles, et j'ai dit bien des fois à Miss Bennet qu'elle devrait faire plus d'exercice. Puisqu'il n'y a pas de piano chez Mrs. Collins, elle peut venir tous les jours ici pour étudier sur celui qui est dans la chambre de Mrs. Jenkinson. Dans cette partie de la maison, elle serait sûre de ne déranger personne. » Mr. Darcy, un peu honteux d'entendre sa sœur parler avec si peu de tact, ne souffla mot. Quand on eut pris le café, le colonel Fitzwilliam rappela qu'Élisabeth lui avait promis un peu de musique. Sans se faire prier, elle s'installa devant le piano et il transporta son siège auprès d'elle. Lady Catherine écouta la moitié du morceau et se remit à parler à son autre neveu, mais celui-ci, au bout d'un moment, la quitta et s'approchant délibérément du piano, se plaça de façon à bien voir la jolie exécutante. Élisabeth s'en aperçut et, le morceau terminé, lui dit en plaisantant : « Vous voudriez m'intimider, Mr. Darcy, en venant m'écouter avec cet air sérieux, mais bien que vous ayez une sœur qui joue avec tant de talent, je ne me laisserai pas troubler. Il y a chez moi une obstination dont on ne peut facilement avoir raison. Chaque essai d'intimidation ne fait qu'affermir mon courage. »« Je ne vous dirai pas que vous vous méprenez, dit-il, car vous ne croyez certainement pas que j'ai l'intention de vous intimider. Mais j'ai le plaisir de vous connaître depuis assez longtemps pour savoir que vous vous amusez à professer des sentiments qui ne sont pas les vôtres. » Élisabeth rit de bon cœur devant ce portrait d'elle-même et dit au colonel Fitzwilliam : « Votre cousin vous donne une jolie opinion de moi en vous enseignant à ne pas croire un mot de ce que je dis.
Je n'ai vraiment pas de chance de me retrouver avec quelqu'un si à même de dévoiler mon véritable caractère dans un pays reculé, où je pouvais espérer me faire passer pour une personne digne de foi. Réellement, monsieur Darcy, il est peu généreux de révéler ici les défauts que vous avez remarqués chez moi en Hertfordshire. Et n'est-ce pas aussi un peu imprudent? Car vous me provoquez à la vengeance, et il peut en résulter des révélations qui risqueraient fort de choquer votre entourage. « Oh, je n'ai pas peur de vous, » dit-il en souriant. « Dites-moi ce que vous avez à reprendre chez lui, je vous en prie, » s'écria le colonel Fitzwilliam. « J'aimerais savoir comment il se comporte parmi les étrangers. » « Eh bien, voilà. Mais attendez-vous à quelque chose d'affreux. La première fois que j'ai vu Mr. Darcy, c'était à un bal. Or, que pensez-vous qu'il fit à ce bal? Il dansa tout juste 4 fois. Je suis désolée de vous faire de la peine, mais c'est l'exacte vérité. Il n'a dansé que 4 fois, bien que les danseurs fussent peu nombreux, et que plus d'une jeune fille, je le sais pertinemment, dut rester sur sa chaise, faute de cavalier. Pouvez-vous nier ce fait, Mr. Darcy? Je n'avais pas l'honneur de connaître d'autres dames que celles avec qui j'étais venu à cette soirée. C'est exact. Et on ne fait pas de présentation dans une soirée. Alors, colonel, que vais-je vous jouer? Mes doigts attendent vos ordres. Peut-être, dit Darcy, aurait-il été mieux de chercher à me faire présenter, mais je n'ai pas les qualités nécessaires pour me rendre agréable auprès des personnes étrangères. En demanderons-nous la raison à votre cousine? Dit Élisabeth en s'adressant au colonel Fitzwilliam. Lui demanderons-nous pourquoi un homme intelligent et qui a l'habitude du monde n'a pas les qualités nécessaires pour plaire aux étrangers? Inutile de l'interroger, je puis vous répondre moi-même, dit le colonel. C'est parce qu'il ne veut pas s'en donner la peine. Certes, dit Darcy, je n'ai pas, comme d'autres, le talent de converser avec des personnes que je n'ai jamais vues. Je ne sais pas me mettre à leur diapason ni m'intéresser à ce qui les concerne. Mes doigts, répliqua Élisabeth, ne se meuvent pas sur cet instrument avec la maîtrise que l'on remarque chez d'autres pianistes. Ils n'ont pas la même force, ni la même vélocité, et ne traduisent pas les mêmes nuances. Mais j'ai toujours pensé que la faute en était moins à eux qu'à moi, qui n'ai pas pris la peine d'étudier suffisamment pour les assouplir. Darcy sourit. « Vous avez parfaitement raison, » dit-il. « Vous avez mieux employé votre temps. Vous faites plaisir à tous ceux qui ont le privilège de vous entendre. Mais, comme moi, vous n'aimez pas à vous produire devant les étrangers. » Ici, ils furent interrompus par Lady Catherine, qui voulait être mise au courant de leur conversation. Aussitôt, Élisabeth se remit à jouer. Lady Catherine s'approcha, écouta un instant et dit à Darcy « Miss Bennet ne jouerait pas mal si elle étudiait davantage et si elle prenait des leçons avec un professeur de Londres. Elle a un très bon doigté, bien que, pour le goût, Anne lui soit supérieure. Anne aurait eu un très joli talent si sa santé lui avait permis d'étudier. » Élisabeth jeta un coup d'œil vers Darcy pour voir de quelle façon il s'associait à l'éloge de sa cousine, mais ni à ce moment, ni à un autre, elle ne put discerner le moindre symptôme d'amour. De son attitude à l'égard de Miss de Bourgh, elle recueillit cette consolation pour Miss Bingley. C'est que Mr. Darcy aurait aussi bien pu l'épouser si elle avait été sa cousine. Lady Catherine continua ses remarques entremêlées de conseils. Élisabeth les écouta avec déférence et, sur la prière des 2 jeunes gens, demeura au piano jusqu'au moment où la voiture de sa grâce fut prête à les ramener au presbytère. Chapitre 32. Le lendemain matin, tandis que Mrs. Collins et Maria faisaient des courses dans le village, Élisabeth, restée seule au salon, écrivait à Jane lorsqu'un coup de sonnette la fit tressaillir. Dans la crainte que ce ne fût Lady Catherine, elle mettait de côté sa lettre inachevée afin d'éviter des questions importunes, lorsque la porte s'ouvrit et, à sa grande surprise, livra passage à Mr. Darcy. Il parut étonné de la trouver seule et s'excusa de son indiscrétion en alléguant qu'il avait compris que Mrs. Collins était chez elle. Puis ils s'assirent, et quand Élisabeth eut demandé des nouvelles de Rosings, il y eut un silence qui menaçait de se prolonger. Il fallait à tout prix trouver un sujet de conversation. Élisabeth, se rappelant leur dernière rencontre en Hertfordshire, et curieuse de voir ce qu'il dirait sur le départ précipité de ses hôtes, fit cette remarque.
Vous avez tous quitté Neverfield bien rapidement en novembre dernier, Mr. Darcy. Mr. Bingley a dû être agréablement surpris de vous revoir si tôt, car, si je m'en souviens bien, il n'était parti que de la veille. Lui et ses sœurs allaient bien, je pense, quand vous avez quitté Londres. Fort bien, je vous remercie. Voyant qu'elle n'obtiendrait pas d'autre réponse, elle reprit au bout d'un moment. Il me semble avoir compris que Mr. Bingley n'avait guère l'intention de revenir à Neverfield. Je ne le lui ai jamais entendu dire. Je ne serais pas étonné, cependant, qu'il y passe peu de temps à l'avenir. Il a beaucoup d'amis et se trouve à une époque de l'existence où les obligations mondaines se multiplient. S'il a l'intention de venir si rarement à Neverfield, il vaudrait mieux pour ses voisins qu'il l'abandonne tout à fait. Nous aurions peut-être des chances de voir une famille s'y fixer d'une façon plus stable. Mais peut-être que Mr. Bingley, en prenant cette maison, a-t-il pensé plus à son plaisir qu'à celui des autres, et il règle sans doute ses allées et venues d'après le même principe. Je ne serais pas surpris, dit Darcy, de le voir céder Neverfield si une offre sérieuse se présentait. Élisabeth ne répondit pas. Elle craignait de trop s'étendre sur ce chapitre, et, ne trouvant rien d'autre à dire, elle résolut de laisser à son interlocuteur la peine de chercher un autre sujet. Celui-ci le sentit et reprit bientôt. « Cette maison paraît fort agréable. Lady Catherine, je crois, y a fait faire beaucoup d'aménagements lorsque Mr. Collins est venu s'installer à Hunsford. »« Je le crois aussi, et ses faveurs ne pouvaient certainement exciter plus de reconnaissance. Mr. Collins, en se mariant, paraît avoir fait un heureux choix. Certes oui, ses amis peuvent se réjouir qu'il soit tombé sur une femme de valeur capable à la fois de l'épouser et de le rendre heureux. Mon amie a beaucoup de jugement, bien qu'à mon sens son mariage ne soit peut-être pas ce qu'elle a fait de plus sage, mais elle paraît heureuse, et vue à la lumière de la froide raison, cette union présente beaucoup d'avantages. Elle doit être satisfaite d'être installée à si peu de distance de sa famille et de ses amis. À si peu de distance, dites-vous ? Mais il y a près de 50 000 entre Meryton et Hunsford. Qu'est-ce que 50 000 avec de bonnes routes ? Guère plus d'une demi-journée de voyage. J'appelle cela une courte distance. Pour moi, s'écria Élisabeth, jamais je n'aurais compté cette courte distance parmi les avantages présentés par le mariage de mon amie. Je ne trouve pas qu'elle soit établie à proximité de sa famille. Ceci prouve votre attachement pour le Hertfordshire. En dehors des environs immédiats de Longbourn, tout pays vous semblerait éloigné, sans doute. En parlant ainsi, il eut un léger sourire qu'Élisabeth crut comprendre. Il supposait sans doute qu'elle pensait à Jane et à Neverfield. Aussi, est-ce en rougissant qu'elle répondit. « Je ne veux pas dire qu'une jeune femme ne puisse être trop près de sa famille. Les distances sont relatives, et quand un jeune ménage a les moyens de voyager, l'éloignement n'est pas un grand mal. Mr. et Mrs. Collins, bien qu'à leur aise, ne le sont pas au point de se permettre de fréquents déplacements, et je suis sûre qu'il faudrait que la distance fût réduite de moitié pour que mon ami s'estimât à proximité de sa famille. » Mr. Darcy rapprocha un peu son siège d'Élisabeth. « Quant à vous, dit-il, il n'est pas possible que vous soyez aussi attaché à votre pays. Sûrement, vous n'avez pas toujours vécu à Longbourn. » Élisabeth eut un air surpris. Mr. Darcy parut se raviser. Reculant sa chaise, il prit un journal sur la table, y jeta les yeux et poursuivit d'un ton détaché. « Le Kent vous plaît-il » Suivit alors un court dialogue sur le pays, auquel mit fin l'entrée de Charlotte et de sa sœur qui revenaient de leur course. Ce tête-à-tête ne fut pas sans les étonner. Darcy raconta comment il avait, par erreur, dérangé Miss Bennet, et après être resté quelques minutes sans dire grand-chose, prit congé et quitta le presbytère. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Charlotte aussitôt après son départ. « Il doit être amoureux de vous, Élisa, sans quoi jamais il ne viendrait vous rendre visite si familièrement. » Mais lorsqu'Élisabeth eut raconté combien Darcy s'était montré taciturne, cette supposition ne parut pas très vraisemblable, et on en vint à cette conclusion. Darcy était venu parce qu'il n'avait rien de mieux à faire. À cette époque, la chasse était fermée. Dans le château, il y avait bien Lady Catherine,
une bibliothèque et un billard. Mais des jeunes gens ne peuvent rester enfermés du matin au soir. Que ce fût la proximité du presbytère, l'agrément du chemin qui y conduisait ou des personnes qui l'habitaient, toujours est-il que le colonel Fitzwilliam et Mr. Darcy en firent dès lors le but presque quotidien de leurs promenades. Ils arrivaient à toute heure, tantôt ensemble et tantôt séparément, parfois même accompagnés de leur tante. Il était visible que le colonel Fitzwilliam était attiré par la société des trois jeunes femmes. La satisfaction qu'Élisabeth éprouvait à le voir, aussi bien que l'admiration qu'il laissait paraître pour elle, lui rappelait son ancien favori, George Wickham, et si, en les comparant, elle trouvait moins de séduction aux manières du colonel Fitzwilliam, elle avait l'impression que, des deux, c'était lui, sans doute, qui possédait l'esprit le plus cultivé. Mais Mr. Darcy, comment expliquer ses fréquentes apparitions au presbytère? Ce ne pouvait être par amour de la société. Il lui arrivait souvent de rester 10 minutes sans ouvrir la bouche, et, quand il parlait, il semblait que ce fût par nécessité, plutôt que par plaisir. Rarement lui voyait-on de l'animation. La façon dont Fitzwilliam le plaisantait sur son mutisme prouvait que, d'habitude, il n'était point aussi taciturne. Mrs. Collins ne savait qu'en penser. Elle eût aimé se persuader que cette attitude était l'effet de l'amour, et l'objet de cet amour, son amie Élisabeth. Pour résoudre ce problème, elle se mit à observer Darcy, à Rosings et à Hunsford, mais sans grand succès. Il regardait certainement beaucoup Élisabeth, mais d'une manière difficile à interpréter. Charlotte se demandait souvent si le regard attentif qu'il attachait sur elle contenait beaucoup d'admiration, et par moments il lui semblait simplement le regard d'un homme dont l'esprit est ailleurs. Une ou deux fois, Charlotte avait insinué devant son amie que Mr. Darcy nourrissait peut-être une préférence pour elle, mais Élisabeth s'était contentée de rire, et Mrs. Collins avait jugé sage de ne pas insister, de peur de faire naître des espérances stériles. Pour elle, il ne faisait pas de doute que l'antipathie d'Élisabeth aurait vite fait de s'évanouir si elle avait pu croire qu'elle eût quelque pouvoir sur le cœur de Mr. Darcy. Parfois, dans les projets d'avenir qu'elle faisait pour son amie, Charlotte la voyait épousant le colonel Fitzwilliam. Des deux cousins, c'était sans contredit le plus agréable. Il admirait Élisabeth, et sa situation faisait de lui un beau parti. Seulement, pour contrebalancer tous ces avantages, Mr. Darcy avait une influence considérable dans le monde clérical, tandis que son cousin n'en possédait aucune. Chapitre 33. Plus d'une fois, Élisabeth, en se promenant dans le parc, rencontra Mr. Darcy à l'improviste. Elle trouvait assez étrange la malchance qui la menait dans un endroit ordinairement si solitaire, et elle eut soin de l'informer que ce coin du parc était sa retraite favorite. Une seconde rencontre après cet avertissement était plutôt singulière. Elle eut lieu cependant, et une autre encore. Était-ce pour l'ennuyer, ou pour s'imposer à lui-même une pénitence? Car il ne se contentait point dans ces occasions de lui dire quelques mots de politesse et de poursuivre son chemin, mais paraissait croire nécessaire de l'accompagner dans sa promenade. Il ne se montrait jamais très bavard, et, de son côté, Élisabeth ne faisait guère de frais. Au cours de la troisième rencontre, cependant, elle fut frappée des questions bizarres et sans lien qu'il lui posait sur l'agrément de son séjour à Hunsford, sur son goût pour les promenades solitaires, sur ce qu'elle pensait de la félicité du ménage Collins. Enfin, comme il était question de Rosings et de la disposition intérieure des appartements qu'elle disait ne pas bien connaître, Darcy avait eu l'air de penser que, lorsqu'elle reviendrait dans le Kent, elle séjournerait cette fois au château. Voilà du moins ce qu'Élisabeth crut comprendre. Était-ce possible qu'en parlant ainsi, il pensât au colonel Fitzwilliam? Si ces paroles avaient un sens, il voulait sans doute faire allusion à ce qui pourrait se produire de ce côté. Cette pensée troubla quelque peu Élisabeth, qui fut heureuse de se retrouver seule à l'entrée du presbytère. Un jour, qu'en promenade, elle relisait une lettre de Jane et méditait certains passages qui laissaient deviner la mélancolie de sa sœur, Élisabeth, en levant les yeux, se trouva face à face, non point cette fois avec Mr. Darcy, mais avec le colonel Fitzwilliam.
Je ne savais pas que vous vous promeniez jamais de ce côté, dit-elle avec un sourire en repliant sa lettre. Je viens de faire le tour complet du parc, comme je le fais généralement à chacun de mes séjours, et je pensais terminer par une visite à Mrs. Collins. Continuez-vous votre promenade? Non, j'étais sur le point de rentrer. Ils reprirent ensemble le chemin du presbytère. Avez-vous toujours le projet de partir samedi prochain? Oui, si Darcy ne remet pas encore notre départ. Je suis ici à sa disposition, et il arrange tout à sa guise. Et si l'arrangement ne le satisfait point, il a toujours eu le plaisir de la décision. Je ne connais personne qui semble goûter plus que Mr. Darcy le pouvoir d'agir à sa guise. Certes, il aime faire ce qui lui plaît, mais nous en sommes tous là. Il a seulement pour suivre son inclination plus de facilité que bien d'autres, parce qu'il est riche et que tout le monde ne l'est pas. J'en parle en connaissance de cause. Les cadets de famille, vous le savez, sont habitués à plus de dépendance et de renoncement. Je ne me serais pas imaginé que le fils cadet d'un comte avait de tels maux à supporter. Sérieusement, que connaissez-vous de la dépendance et des renoncements? Quand le manque d'argent vous a-t-il empêché d'aller où vous vouliez ou de vous accorder une fantaisie? Voilà des questions bien directes. Non, il faut que je l'avoue, je n'ai pas eu à souffrir beaucoup d'ennuis de ce genre. Mais le manque de fortune peut m'exposer à des épreuves plus graves. Les cadets de famille, vous le savez, ne peuvent guère se marier selon leur choix. À moins que leur choix ne se porte sur des héritières, ce qui arrive, je crois, assez fréquemment. Nos habitudes de vie nous rendent trop dépendants, et peu d'hommes de mon rang peuvent se marier sans tenir compte de la fortune. Ceci serait-il pour moi? Se demanda Élisabeth, que cette idée fit rougir. Mais, se reprenant, elle dit avec enjouement. Et quel est, s'il vous plaît, le prix ordinaire du fils cadet d'un comte? À moins que le frère aîné ne soit d'une santé spécialement délicate, vous ne demandez pas, je pense, plus de 50 000 livres. Il lui répondit sur le même ton, puis, pour rompre un silence qui aurait pu laisser croire qu'elle était affectée de ce qu'il avait dit, Élisabeth reprit bientôt. J'imagine que votre cousin vous a amené pour le plaisir de sentir près de lui quelqu'un qui soit à son entière disposition. Je m'étonne qu'il ne se marie pas, car le mariage lui assurerait cette commodité d'une façon permanente. Mais peut-être sa sœur lui suffit-elle pour l'instant. Il doit faire d'elle ce que bon lui semble, puisqu'elle est sous sa seule direction. Non, répliqua le colonel Fitzwilliam, c'est un avantage qu'il partage avec moi, car nous sommes tous deux co-tuteurs de Miss Darcy. Vraiment? Et dites-moi donc, quelle sorte de tuteur vous faites? Votre pupille vous donne-t-elle beaucoup de peine? Les jeunes filles de cet âge sont parfois difficiles à mener, et si c'est une vraie Darcy, elle est sans doute assez indépendante. Comme elle prononçait ces paroles, elle remarqua que Fitzwilliam la regardait attentivement, et la façon dont il lui demanda pourquoi elle supposait que la tutelle de Miss Darcy pût lui donner quelque peine, convainquit Élisabeth qu'elle avait, d'une manière ou d'une autre, touché la vérité. « N'ayez aucune crainte, répliqua-t-elle aussitôt. Je n'ai jamais entendu médire, si peu que ce soit, de votre pupille, et je suis persuadée de sa docilité. 2 dames de ma connaissance ne jurent que par elle, Mrs. Hurst et Miss Bingley. Il me semble vous avoir entendu dire que vous les connaissiez aussi. Je les connais un peu. Leur frère est un homme aimable et bien élevé, et c'est le grand ami de Darcy. Oh, je sais, dit Élisabeth un peu sèchement. Mr. Darcy montre beaucoup de bonté pour Mr. Bingley et veille sur lui avec une extraordinaire sollicitude. Oui, je crois en effet que Darcy veille sur son ami qui, sous certains rapports, a besoin d'être guidé. Une chose qu'il m'a dite en venant ici m'a même fait supposer que Bingley lui doit à ce titre quelque reconnaissance. Mais je parle peut-être un peu vite, car rien ne m'assure que Bingley soit la personne dont il était question. C'est pure conjecture de ma part. De quoi s'agissait-il? D'une circonstance dont Darcy désire certainement garder le secret, car s'il devait en revenir quelque chose à la famille intéressée, ce serait fort désobligeant. Vous pouvez compter sur ma discrétion? Et notez bien que je ne suis pas certain qu'il s'agisse de Bingley. Darcy m'a simplement dit qu'il se félicitait d'avoir sauvé dernièrement un ami du danger d'un mariage imprudent. J'ai supposé que c'était Bingley dont il s'agissait,
parce qu'il me semble appartenir à la catégorie des jeunes gens capables d'une étourderie de ce genre, et aussi parce que je savais que Darcy et lui avaient passé l'été ensemble. « Monsieur Darcy vous a-t-il donné les raisons de son intervention ?» J'ai compris qu'il y avait contre la jeune fille des objections très sérieuses. « Et quels moyens habiles a-t-il employés pour les séparer ?»« Il ne m'a pas conté ce qu'il avait fait, » dit Fitzwilliam en souriant. « Il m'a dit seulement ce que je viens de vous répéter. » Élisabeth ne répondit pas et continua d'avancer, le cœur gonflé d'indignation. Après l'avoir observée un moment, Fitzwilliam lui demanda pourquoi elle était si songeuse. « Je pense à ce que vous venez de me dire. La conduite de votre cousin m'étonne. Pourquoi s'est-il fait juge en cette affaire ? Vous trouvez son intervention indiscrète ? Je ne vois pas quel droit avait M. Darcy de désapprouver l'inclination de son ami, ni de décider comment celui-ci pouvait trouver le bonheur. Mais, dit-elle en se ressaisissant, comme nous ignorons tous les détails, il n'est pas juste de le condamner. On peut supposer aussi que le sentiment de son ami n'était pas très profond. Cette supposition n'est pas invraisemblable, dit Fitzwilliam, mais elle enlève singulièrement de sa valeur à la victoire de mon cousin. Ce n'était qu'une réflexion plaisante, mais qui parut à Élisabeth peindre très justement M. Darcy. Craignant, si elle poursuivait ce sujet, d'être plus maîtresse d'elle-même, la jeune fille changea brusquement la conversation et il ne fut plus question que de choses indifférentes jusqu'à l'arrivée au presbytère. Dès que le visiteur fut parti, elle eut le loisir de réfléchir longuement à ce qu'elle venait d'entendre. Sur l'identité des personnages, elle ne pouvait avoir de doute. Il n'y avait pas deux hommes sur lesquels M. Darcy pût avoir une influence aussi considérable. Élisabeth avait toujours supposé qu'il avait dû coopérer au plan suivi pour séparer Bingley de Jane, mais elle en attribuait l'idée principale et la réalisation à Miss Bingley. Cependant, si M. Darcy ne se vantait pas, c'était lui, c'était son orgueil et son caprice qui étaient la cause de tout ce que Jane avait souffert et souffrait encore. Il avait brisé, pour un temps, tout espoir de bonheur dans le cœur le plus tendre, le plus généreux qui fût, et le mal qu'il avait causé, nul n'en pouvait prévoir la durée. Il y avait des objections sérieuses contre la jeune fille, avait dit le colonel Fitzwilliam. Ces objections étaient sans nul doute qu'elle avait un oncle avoué dans une petite ville, et un autre dans le commerce à Londres. À Jane, que pourrait-on reprocher, se disait Élisabeth. Jane, le charme et la bonté personnifiés, dont l'esprit est si raisonnable et les manières si séduisantes. Contre mon père non plus, on ne peut rien dire. Malgré son originalité, il a une intelligence que Mr. Darcy peut ne point dédaigner, et une respectabilité à laquelle lui-même ne parviendra peut-être jamais. À la pensée de sa mère, elle sentit sa confiance s'ébranler. Mais non, ce genre d'objection ne pouvait avoir de poids aux yeux de Mr. Darcy, dont l'orgueil, elle en était sûre, était plus sensible à l'infériorité du rang qu'au manque de jugement de la famille où voulait entrer son ami. Élisabeth finit par conclure qu'il avait été poussé par une détestable fierté, et sans doute aussi par le désir de conserver Bingley pour sa sœur. L'agitation et les larmes, qui furent l'effet de ces réflexions, provoquèrent une migraine dont Élisabeth souffrait tellement vers le soir que, sa répugnance à revoir M. Darcy aidant, elle décida de ne pas accompagner ses cousins à Rosings, où ils étaient invités à aller prendre le thé. Mrs. Collins, voyant qu'elle était réellement souffrante, n'insista pas pour la faire changer d'avis, mais Mr. Collins ne lui cacha point qu'il craignait fort que Lady Catherine ne fût mécontente en voyant qu'elle était restée au logis. Chapitre 34. Comme si elle avait pris à tâche de s'exaspérer encore davantage contre M. Darcy, Élisabeth, une fois seule, se mit à relire les lettres que Jane lui avait écrites depuis son arrivée à Hunsford. Aucune ne contenait de plainte positive, mais toutes trahissaient l'absence de cet enjouement qui était le caractère habituel de son style et qui, procédant de la sérénité d'un esprit toujours en paix avec les autres et avec lui-même, n'avait été que rarement troublé.
Élisabeth notait toutes les phrases empreintes de tristesse avec une attention qu'elle n'avait pas mise à la première lecture. La façon dont M. Darcy se glorifiait de la souffrance par lui infligée augmentait sa compassion pour le chagrin de sa sœur. C'était une consolation de penser que le séjour de M. Darcy à Rosings se terminait le surlendemain. C'en était une autre, et plus grande, de se dire que dans moins de 15 jours, elle serait auprès de Jane et pourrait contribuer à la guérison de son cœur de tout le pouvoir de son affection fraternelle. En songeant au départ de Darcy, elle se rappela que son cousin partait avec lui, mais le colonel Fitzwilliam avait montré clairement que ses amabilités ne tiraient pas à conséquence et, tout charmant qu'il était, elle n'avait nulle envie de se rendre malheureuse à cause de lui. Elle en était là de ses réflexions lorsque le son de la cloche d'entrée la fit tressaillir. Était-ce, par hasard, le colonel Fitzwilliam, dont les visites étaient quelquefois assez tardives, qui venait prendre de ses nouvelles? Un peu troublée par cette idée, elle la repoussa aussitôt et reprenait son calme quand elle vit, avec une extrême surprise, M. Darcy entrer dans la pièce. Il se hâta tout d'abord de s'enquérir de sa santé, expliquant sa visite par le désir qu'il avait d'apprendre qu'elle se sentait mieux. Elle lui répondit avec une politesse pleine de froideur. Il s'assit quelques instants, puis, se relevant, se mit à arpenter la pièce. Élisabeth, saisie d'étonnement, ne disait mot. Après un silence de plusieurs minutes, il s'avança vers elle et, d'un air agité, débuta ainsi. « En vain ai-je lutté. Rien n'y fait. Je ne puis réprimer mes sentiments. Laissez-moi vous dire l'ardeur avec laquelle je vous admire et je vous aime. » Élisabeth, stupéfaite, le regarda, rougit, se demanda si elle avait bien entendu et garda le silence. M. Darcy crut y voir un encouragement et il s'engagea aussitôt dans l'aveu de l'inclination passionnée que, depuis longtemps, il ressentait pour elle. Il parlait bien, mais il avait en dehors de son amour d'autres sentiments à exprimer et, sur ce chapitre, il ne se montra pas moins éloquent que sur celui de sa passion. La conviction de commettre une mésalliance, les obstacles de famille que son jugement avait toujours opposés à son inclination, tout cela fut détaillé avec une chaleur bien naturelle, si l'on songeait au sacrifice que faisait sa fierté, mais certainement peu propre à plaider sa cause. En dépit de sa profonde antipathie, Élisabeth ne pouvait rester insensible à l'hommage que représentait l'amour d'un homme tel que M. Darcy. Sans que sa résolution en fût ébranlée un instant, elle commença par se sentir peinée du chagrin qu'elle allait lui causer. Mais, irritée par la suite de son discours, sa colère supprima toute compassion, et elle essaya seulement de se dominer pour pouvoir lui répondre avec calme lorsqu'il aurait terminé. Il conclut en lui représentant la force d'un sentiment que tous ses efforts n'avaient pas réussi à vaincre, et en exprimant l'espoir qu'elle voudrait bien y répondre en lui accordant sa main. Tandis qu'il prononçait ces paroles, il était facile de voir qu'il ne doutait pas de recevoir une réponse favorable. Il parlait bien de crainte, d'anxiété, mais sa contenance exprimait la sécurité. Rien n'était plus fait pour exaspérer Élisabeth, et, dès qu'il eut terminé, elle lui répondit, les joues en feu. « En des circonstances comme celle-ci, je crois qu'il est d'usage d'exprimer de la reconnaissance pour les sentiments dont on vient d'entendre l'aveu. C'est chose naturelle, et si je pouvais éprouver de la gratitude, je vous remercierais. Mais je ne le puis pas. Je n'ai jamais recherché votre affection, et c'est certes très à contre-cœur que vous me la donnez. Je regrette d'avoir pu causer de la peine à quelqu'un, mais je l'ai fait sans le vouloir, et cette peine, je l'espère, sera de courte durée. Les sentiments qui, me dites-vous, ont retardé jusqu'ici l'aveu de votre inclination, n'auront pas de peine à en triompher après cette explication. » M. Darcy, qui s'appuyait à la cheminée, les yeux fixés sur le visage d'Élisabeth, accueillit ces paroles avec autant d'irritation que de surprise. Il pâlit de colère, et son visage refléta le trouble de son esprit. Visiblement, il luttait pour reconquérir son sang-froid, et il n'ouvrit la bouche que lorsqu'il pensa y être parvenu. Cette pause sembla terrible à Élisabeth.
Enfin, d'une voix qu'il réussit à maintenir calme, il reprit. « Ainsi, c'est là toute la réponse que j'aurai l'honneur de recevoir. Puis-je savoir, du moins, pourquoi vous me repoussez avec des formes que n'atténue aucun effort de politesse ? Mais, au reste, peu importe. » « Je pourrais aussi bien vous demander, répliqua Élisabeth, pourquoi, avec l'intention évidente de me blesser, vous venez me dire que vous m'aimez contre votre volonté, votre raison et même le souci de votre réputation. N'est-ce pas là une excuse pour mon impolitesse, si impolitesse il y a ? Mais j'ai d'autres sujets d'offense, et vous ne les ignorez pas. Quand vous ne m'auriez pas été indifférent, quand même j'aurais eu de la sympathie pour vous, rien au monde n'aurait pu me faire accepter l'homme responsable d'avoir ruiné, peut-être pour toujours, le bonheur d'une sœur très aimée. » À ces mots, M. Darcy changea de couleur, mais son émotion fut de courte durée, et il ne chercha même pas à interrompre Élisabeth, qui continuait. « J'ai toutes les raisons du monde de vous mal juger. Aucun motif ne peut excuser le rôle injuste et peu généreux que vous avez joué en cette circonstance. Vous n'oserez pas, vous ne pourrez pas nier que vous avez été le principal, sinon le seul artisan de cette séparation, que vous avez exposé l'un à la censure du monde pour sa légèreté et l'autre à sa dérision pour ses espérances déçues, en infligeant à tous deux la peine la plus vive. » Elle s'arrêta et vit, non sans indignation, que Darcy l'écoutait avec un air parfaitement insensible. Il avait même, en la regardant, un sourire d'incrédulité affecté. « Nierez-vous l'avoir fait ?» répéta-t-elle. Avec un calme forcé, il répondit. « Je ne cherche nullement à nier que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour séparer mon ami de votre sœur, ni que je me suis réjoui d'y avoir réussi. J'ai été pour Bingley plus raisonnable que pour moi-même. » Élisabeth parut dédaigner cette réflexion aimable, mais le sens ne lui en échappa point, et, de plus en plus animée, elle reprit. « Ceci n'est pas la seule raison de mon antipathie. Depuis longtemps, mon opinion sur vous était faite. J'ai appris à vous connaître par les révélations que m'a faites M. Wickham, voilà déjà plusieurs mois. À ce sujet, qu'avez-vous à dire ? Quel acte d'amitié imaginaire pouvez-vous invoquer pour vous défendre, ou de quelle façon pouvez-vous dénaturer les faits pour en donner une version qui vous soit avantageuse ? » « Vous prenez un intérêt bien vif aux affaires de ce gentleman, » dit Darcy d'un ton moins froid, tandis que son visage s'enflammait. « Qui pourrait n'en point éprouver, quand on connaît son infortune ? » »« Son infortune ?» répéta Darcy d'un ton méprisant. « Son infortune est grande, en vérité. »« Et vous en êtes l'auteur. C'est vous qui l'avez réduit à la pauvreté. Pauvreté relative, je le veux bien. C'est vous qui l'avez frustré davantage que vous lui saviez destiné. Vous avez privé toute sa jeunesse de l'indépendance à laquelle il avait droit. Vous avez fait tout cela, et la mention de son infortune n'excite que votre ironie. »« Alors, » s'écria Darcy, arpentant la pièce avec agitation, « voilà l'opinion que vous avez de moi ? Je vous remercie de me l'avoir dite aussi clairement. Les charges énumérées dans ce réquisitoire, certes, sont accablantes. Mais peut-être, dit-il en suspendant sa marche et en se tournant vers elle, auriez-vous fermé les yeux sur ces offenses si votre amour-propre n'avait pas été froissé par la confession honnête des scrupules qui m'ont longtemps empêché de prendre une décision. Ces accusations amères n'auraient peut-être pas été formulées si, avec plus de diplomatie, j'avais dissimulé mes luttes et vous avez affirmé que j'étais poussé par une inclination pure et sans mélange, par la raison, par le bon sens, par tout, enfin. Mais la dissimulation, sous n'importe quelle forme, m'a toujours fait horreur. Je ne rougis pas, d'ailleurs, des sentiments que je vous ai exposés. Ils sont justes et naturels. Pouviez-vous vous attendre à ce que je me réjouisse de l'infériorité de votre entourage ou que je me félicite de nouer des liens de parenté avec des personnes dont la condition sociale est si manifestement au-dessous de la mienne ? La colère d'Élisabeth grandissait de minute en minute. Cependant, grâce à un violent effort sur elle-même, elle parvint à se contenir et répondit. « Vous vous trompez.
Monsieur Darcy, si vous supposez que le mode de votre déclaration a pu me causer un autre effet que celui-ci. Il m'a épargné l'ennui que j'aurais éprouvé à vous refuser si vous vous étiez exprimé d'une manière plus digne d'un gentleman. Il tressaillit, mais la laissa continuer. Sous quelque forme que se fût produite votre demande, jamais je n'aurais eu la tentation de l'agréer. De plus en plus étonné, Darcy la considérait avec une expression mêlée d'incrédulité et de mortification pendant qu'elle poursuivait. Depuis le commencement, je pourrais dire, dès le premier instant où je vous ai vu, j'ai été frappé par votre fierté, votre orgueil et votre mépris égoïste des sentiments d'autrui. Il n'y avait pas un mois que je vous connaissais et déjà je sentais que vous étiez le dernier homme du monde que je consentirais à épouser. Vous en avez dit assez, mademoiselle. Je comprends parfaitement vos sentiments, et il ne me reste plus qu'à regretter d'avoir éprouvé les miens. Pardonnez-moi d'avoir abusé de votre temps, et acceptez mes meilleurs vœux pour votre santé et votre bonheur. Il sortit rapidement sur ces mots, et, un instant après, Élisabeth entendait la porte de la maison se refermer sur lui. Le tumulte de son esprit était extrême. Tremblante d'émotion, elle se laissa tomber sur un siège et pleura pendant un long moment. Toute cette scène lui semblait incroyable. Était-il possible que Mr. Darcy eût pu être épris d'elle depuis des mois, épris au point de vouloir l'épouser en dépit de toutes les objections qu'il avait opposées au mariage de son ami avec Jane? C'était assez flatteur pour elle d'avoir inspiré inconsciemment un sentiment aussi profond, mais l'abominable fierté de Mr. Darcy, la façon dont il avait parlé de M. Wickham, sans essayer de nier la cruauté de sa propre conduite, eurent vite fait d'éteindre la pitié dans le cœur d'Élisabeth un instant émue par la pensée d'un tel amour. Ces réflexions continuèrent à l'agiter jusqu'au moment où le roulement de la voiture de Lady Catherine se fit entendre. Se sentant incapable d'affronter le regard observateur de Charlotte, elle s'enfuit dans sa chambre.